tous, je voulais vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à la première vidéo sur le poltergeist de Rosenheim. Merci à tous, ça m'encourage à continuer les vidéos. Aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène qui est souvent associé à la possession par des démons ou aux maisons hantées, qui est la paralysie du sommeil. Imaginez, vous vous réveillez en pleine nuit, paralysé, vous pouvez voir tout ce qui se passe autour de vous. Vous sentez quelque chose d'oppressant dans la pièce. Vous sentez quelque chose sur votre poitrine qui vous étouffe. Et vous ne pouvez rien faire. C'est la paralysie du sommeil. De nombreuses cultures l'ont associé à des expériences de possession par des démons. Au Moyen-Âge, ils étaient appelés incubes et succubes. On les retrouve partout de tout temps. Lilou et Lilitou en Mésopotamie. Padam Leila, terreur de la nuit en hébreu. Et Philatès dans la Grèce antique, où il est lié à l'union d'un dieu et d'un mortel. Le sphinx d'Oedipe serait également un incube, son nom ayant un lien avec la suffocation. Chez les Romains, sous le nom d'incube, ils sont également liés à l'idée de rapport sexuel entre un dieu et un mortel. Au IVe siècle, ils prennent la forme de faune et de satyre. Forme qui sera associée au diable dès le Moyen-Âge, la religion associant ces phénomènes avec le diable. Les sorcières furent brûlées pour avoir couché avec le diable, donc potentiellement pour avoir expérimenté une paralysie du sommeil. En Allemagne, l'Alpe est un elfe apparenté à l'incube. En Martinique, c'est le Dorlis. Mais au fond, qu'est-ce que la paralysie du sommeil? Pour définir la paralysie du sommeil, il faut revenir aux bases du sommeil qui se déroule en plusieurs phases. Il y a l'éveil calme, le sommeil lent, le sommeil paradoxal, donc le sommeil paradoxal c'est là où vous rêvez. Ensuite l'intermédiaire. Et ensuite vous avez le cycle suivant qui reprend donc l'éveil calme, le sommeil lent, paradoxal, intermédiaire. Donc vous avez plusieurs cycles dans la nuit, avec ces 4 phases. Maintenant qu'on a parlé des phases du sommeil, nous pourrons parler du sommeil paradoxal, qui est la phase d'activité la plus forte du cerveau, avec des mouvements rapides des yeux. C'est au cours de cette phase que surviennent rêves et cauchemars. Sauf pathologie, nous possédons tous un sommeil paradoxal. Même si vous oubliez vos rêves au réveil. Pendant le rêve, le cerveau connaît une véritable surchauffe dans plusieurs aires cérébrales. Sans rentrer dans tous les détails, ces zones que je ne vais pas énumérer parce que c'est un petit peu fastidieux, et que ça n'a pas grand intérêt pour la vidéo, c'est des zones qui stimulent, par exemple, l'apprentissage associatif, la navigation spatiale, le mouvement et l'espace, l'olfaction, la mémoire, la régulation de la pression artérielle, le rythme cardiaque, l'anticipation de récompense, la prise de décision, l'empathie et l'émotion, l'angoisse. Ça régule également le langage, la mémoire de travail, le raisonnement, et puis généralement les fonctions exécutives, la région du goût et de l'odorat. Tout le monde, pendant le sommeil paradoxal, se retrouve paralysé, pour éviter que l'on reproduise dans la réalité les mouvements que l'on effectue dans les rêves. Dans cet état, seul le cœur, les poumons, les yeux et les muscles des oreilles sont actifs. Cela devient un trouble du sommeil quand il existe une désynchronisation entre le réveil et l'inhibition des muscles moteurs. On est encore conscient, et pendant quelques secondes à quelques minutes, on a la possibilité de bouger autre chose que ses yeux. La paralysie du sommeil, comme nous en parlions avant, peut se déclencher juste avant la phase de sommeil paradoxal ou juste après. Si c'est avant, on parle de paralysie hypnagogique, et si c'est après, on parle de paralysie hypnopompique. Donc la personne se retrouve parfaitement consciente, mais dans l'incapacité de bouger autre chose que ses yeux et ses paupières. La respiration reste à son rythme du sommeil, et les hallucinations, en fait des rêves éveillés, sont perceptibles. Ces hallucinations peuvent être tant visuelles qu'auditives. Le sentiment désagréable vient de la capacité de la personne à contrôler ses mouvements. On se réveille paralysé, sans savoir ce qui nous arrive. En angoisse, on cherche à respirer plus fort, mais on ne peut pas. Dans ces conditions, pas étonnant que les hallucinations qui accompagnent s'orientent vers une manifestation physique d'oppression. Le plus souvent, une présence malveillante, ou la sensation que quelqu'un est assis sur notre poitrine nous étouffe. La paralysie du sommeil n'est pas dangereuse en soi. Dans tous les cas,
Elles ont comme point commun d'incarner la sensation d'étouffement, d'oppression sexuelle, ainsi que la crainte qui en découle. Le fait que leurs religions s'en soient mêlées n'a rien fait pour arranger les choses. D'ailleurs, nous pouvons revenir au cas de Doris Bichter, qui inspira le film L'Emprise en 1981, où une femme est violée par une entité. Nous pouvons nous poser la question si ce phénomène n'est pas lié à la paralysie du sommeil, mais c'est un autre débat. La paralysie du sommeil est représentée fréquemment dans l'art et l'imaginaire. D'ailleurs, les peintures de Johann Heinrich Pusely sont beaucoup plus représentatives de l'effet ressenti. Dans d'autres domaines, on peut citer La Horla de Guy de Maupassant. Dans ce conte fantastique, le narrateur décrit de manière très précise l'oppression ressentie pendant une paralysie du sommeil. Dans les enquêtes paranormales, beaucoup de témoins ont également fait état de ces phénomènes. Ce qui peut expliquer dans quelques cas justement leur sensation d'être hanté ou possédé. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que vous avez ressenti autant de plaisir à le voir que j'ai eu à le réaliser. Et merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. Merci.